Bienvenue à la serre de Jacques. Aujourd'hui, on rencontre notre ami cultivateur de pleurotes. On va voir s'il est là pour visiter les lieux. Allez, suivez-moi. Il y a quelqu'un? Quelle mise en scène digne d'Hollywood. Et bonjour! Et bonjour! Comment allez-vous? Tu vas, poulet? La forme? Ça va et toi? Bah, tranquille. Dis-moi, est-ce que tu as un peu de temps pour nous faire visiter cet endroit magnifique? Avec plaisir. Soyez bienvenus, on va faire un petit tour. Ben, let's go, allons voir comment ça marche, comment ça pousse un peu les pleurotes. Allez, impec, je vous montre ça. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Jacques Lompette, j'ai 34 ans. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de ton parcours? Je suis né à Toulouse, j'ai grandi dans le Tarn, donc dans un petit bled qui est à la fois rural et à la fois un peu urbain. J'ai fait ma scolarité dans ce village et ensuite je suis parti en fac à Toulouse. J'ai donc fait une année de pharmacie où je me suis découvert une vraie passion pour la botanique que j'aimais déjà de base. Qu'est-ce que ça a été le déclic? À savoir ce que j'aimerais bien faire de manière indépendante. Je voulais plus de patron, je voulais vraiment avoir quelque chose qui soit un projet personnel. Et j'ai toujours adoré du coup faire pousser des choses diverses et variées, que ce soit des plantes carnivores, des légumes, des cactus, plein de choses. Et du coup, une fois, je me suis expérimenté avec mon ancien coloc à essayer de faire des champignons. Donc ça s'est pas très bien passé. Mais l'expérience a quand même eu un petit effet qui m'a donc incité à persister là-dedans, parce que c'est quelque chose qui réunit plein de domaines. On va passer sur de la technique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu produis tes champignons, s'il te plaît? Moi, j'ai pris la décision de réellement partir du début de la chaîne, donc de faire mon substrat à moi-même. Donc en gros, il a fallu trouver une matière première qui soit correcte pour produire du champignon. De la matière première qui soit à la base le déchet de production des uns pour que ça devienne un substrat pour moi. Je suis parti sur de la drèche de brasserie parce que du coup je connais des brasseurs locaux bio. Les amis, nous voici arrivés à la brasserie Tanis. On va aller rencontrer Arnaud et ses frères. Jacques nous a dit qu'il bossait avec eux. Donc je vous présente cette grange. On y va, suivez-moi. Ça se passe dans cette cuve là. C'est une cuve où on va faire tremper la céréale avec de l'eau et le but c'est d'extraire les sucres présents dans la céréale pour après le transformer en alcool. Cuve d'eau chaude. Ok, juste de l'eau ça? Là c'est juste de l'eau, résistance électrique, donc en gros on chauffe de l'eau la nuit pour avoir la bonne température le matin quand on démarre. Et l'idée ça va être de transférer dans la cuve d'empâtage pour avoir mélanger les céréales avec l'eau et avoir une température homogène. Avoir un mou fermentescible, ça prend une journée. D'accord. Ensuite, on envoie donc un jus sucré en fait dans le fermenteur. Ok. À la fin de la journée. Et ensuite, c'est là où ça se transforme en bière. Donc on rajoute des levures et c'est dans le fermenteur où il va y avoir une première fermentation qui s'appelle la fermentation active. Oui. Les levures elles vont bosser, il va y avoir création d'alcool et création de CO2. Ça dure 4 jours quoi. On a une seconde fermentation où là les levures elles vont venir dégrader les derniers sucres, tout ça, donc ça dure une semaine de plus. La bière en fermenteur elle reste entre 3 semaines et 1 mois. Ça sent vraiment le sirop. Genre c'est très sucré, très sucré. Et ça sent très bon par contre. Je vous le souhaite de le vivre un jour parce que ça sent très bon. En vrai c'est grave bon. Hein? Là tu vois ça tous les matins. Et après t'es à 200% quoi. T'es à 200%. Ça va me réveiller pour la suite de la journée quoi. On est sur la grange, c'est une partie qui est un peu excentrée de la brasserie qu'on a vue tout à l'heure. Là, on va aller voir Benoît, il est en train de préparer des céréales, donc on va aller voir ce qu'il fait, il va un peu expliquer son taf aussi. En fait, pour pouvoir extraire des sucres dans la bière plus facilement, il faut concasser légèrement le malt. À la base, il est comme ceci. Donc, une fois qu'il est concassé, ça fait un peu farine. Tout ce grain là, c'est celui que vous produisez vous-même à la ferme là? Ouais. Qui a été ensuite malté à une malterie, la malterie du Vieux Silo à Salvagnac, pas très loin. Okay. Donc là on est avec Paul, parle-nous un peu de cette orge là que vous faites pousser s'il te plaît. Du coup, nous donc, on est agriculteurs depuis 3 générations. Et depuis 2019, quand on a démarré la brasserie, on a commencé à cultiver de l'orge brassicole. Donc c'est l'orge qu'on va cultiver sur nos terres pour le transformer directement à la ferme, tout en passant par le processus de maltage. Nous on est en bio, donc sur cette parcelle on a beaucoup de mauvaises herbes et de vesses, mais on a quand même de l'orge. On a un besoin en orge de environ 12 tonnes, donc il nous faut avoir à peu près 15 tonnes d'orge pour pouvoir faire suffisamment de bière. Donc là, tout le sirop a été filtré. On va donc pouvoir récupérer la drèche qu'on donne ensuite à Jacques. Donc c'est le moment d'aller voir ça. Je vous laisse observer tout ça.
c'est un boulot un peu qui donne chaud, quoi. Tu vas voir. Bien. Donc, ramène ta drèche, mon pote. Comment tu fais là, s'il te plaît? Là, tu as les sacs du coup que j'utilise. Donc, c'est des sacs qui sont autoclavables, donc tu peux les passer à la cocotte minute. Voilà, ils ne fondent pas quand ils ont chaud. Là, tu as un principe de filtre, du coup, c'est comme un pansement, donc ça évite en gros que les bactéries et les champignons autres rentrent, mais ça permet au substrat de respirer. Parce que quand ça va incuber après, ça va chauffer, il y aura beaucoup de CO2, il faut que le CO2 puisse s'en aller de là. Ça. Voilà. Là, j'y mets un gobelet de bois. Voilà. Et après, j'y mets jusqu'à 5 kg de dressing. Maintenant, ça va être plié sur lui-même pour qu'au moment de la pasteurisation, l'humidité ne rentre pas dans le sac, mais que s'il y a un peu d'air qui a envie d'en sortir, ça puisse. Parce que si on le thermocèle dès le début, il peut exploser tout simplement. Donc c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, là on le plie correctement. Tac. Le filtre sur le côté, on le replie sur lui-même. Et après ce sac, on le met dans le pasteurisateur. Donc tu as les pasteurisateurs qui sont faits maison parce que bon, ça n'existe pas trop dans le commerce. Donc là on est sur un ancien bidon de brassage. Donc une fois de plus on en revient à la bière, toujours. Donc que j'ai racheté d'occasion et que du coup j'ai adapté. Donc le principe c'est au fond d'avoir une résistance qui baigne dans de l'eau pour que cette résistance là vienne chauffer cette eau qui elle-même se transforme en vapeur d'eau et après vient combler l'intégralité de l'espace qu'il y a restant dans le bidon et qui vient faire augmenter la température du coup du substrat dans les blocs. Et donc pour maîtriser tout ça, il y a un système de chasse d'eau pour qu'en gros le niveau reste le même parce qu'au fur et à mesure, vu que je pasteurise pendant plus d'une vingtaine d'heures, le niveau a tendance à baisser et pour éviter que la résistance se retrouve hors de l'eau et que tout brûle, il y a un système de chasse d'eau. Voilà. Et donc du coup j'y installe les blocs par-dessus. Tac. Et après on peut le fermer, lui mettre du poids par-dessus pour que l'air évite de se barrer. Et voilà, et après c'est parti pour un cycle d'une vingtaine d'heures, avec un système de thermostat qui va gérer tout ça. Alors une fois que la pasteurisation est terminée, on laisse du coup reposer pendant 24 heures, le temps que la température redescende un peu et que ça soit prenable à la main sans se brûler. Donc après on les prend et on peut les rentrer dans le laboratoire. Donc le laboratoire, La pièce magique, quoi. voilà, je te laisse rentrer si tu veux. Qui est donc censé être parfaitement hermétique et très propre. Donc vraiment chaque fournée avant chaque déchargement de bidon, gros coup de nettoyage, vinaigre blanc partout, grosse serpillière partout et en gros je laisse une lampe UVC qui désinfecte en gros, qui tue tout ce qui est aérien on va dire. Ok. Je la laisse allumer pendant le temps qu'il faut, le temps que je mette les blocs dedans. Et en gros je préventile avant de commencer à mettre mes blocs pour être sûr que l'air dedans est correct. Ouais, donc c'est hyper strict là-dessus. Sur Là il n'y a pas le choix. C'est là où tous les problèmes risquent d'arriver en fait. C'est s'il y a une contamination extérieure, s'il y a un pollen qui se balade et qui vient se mettre au niveau des sacs, ou qui vient se balader à l'intérieur d'ici, ça va être très compliqué. Et c'est quoi le risque? En gros, le risque, c'est d'avoir une moisissure ou un champignon qui ne produit pas d'organes externes, en gros, donc qui n'est pas intéressant sur un plan culinaire. Et le problème, c'est que le mycélium de pleurote, même s'il est très rapide pour un mycélium de champignon, pour se développer, il est quand même plus lent que des moisissures classiques. Donc le risque, c'est qu'en fait, ton substrat, il soit colonisé plus vite par la moisissure que tu ne veux pas, plutôt que par ton mycélium. Et aussi, au moment où tu ouvriras ton sac plus tard pour le faire fructifier, cette moisissure qui est dans ton sac pourra se rebalader et aller recontaminer tes autres sacs. Ah ouais, ok, je capte. Ah ouais, donc c'est Là, pas ouf quoi. En non, gros, ça c'est va pas pas ouf du bousiller tous tes pleurotes. Exactement. Par contre, t'as aucun risque sur la santé, normalement. Non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, le champignon lui-même étant une moisissure, on va dire qu'il s'en sort très bien, quoi.
Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés qui sont liées à créer un projet comme celui-là? On va dire qu'il y a les problématiques du début, à savoir tout ce qui est l'administratif, trouver un statut agricole, arriver à être affilié auprès de la MSA. La MSA, c'est quoi? C'est ce qui permet d'avoir un statut légal, d'exister et en gros d'être considéré comme agriculteur. Donc ça, on va dire que c'est plutôt les problématiques de type administratif. Donc il y a ça, il y a le fait que j'ai décidé de faire du bio. Donc à ce niveau-là aussi, pareil, il y a des contraintes donc, qui sont quotidiennes, que ce soit au niveau du ménage, où j'ai certains produits que je n'ai pas le droit d'utiliser, au niveau de mes intrants, de mon substrat, où j'ai des contraintes. Donc ça représente des contraintes, mais c'est un choix. Et après, il y a, on va dire, toutes les problématiques du quotidien, donc liées à plus tout ce qui est climat, vu que je ne gère pas tout ce qui est température. Moi, j'ai décidé de gérer mon taux d'humidité et ma ventilation, mais je ne peux pas gérer la température, parce que ça serait un peu une aberration sur le plan écologique. Du côté difficulté administrative, il y a tout ce qui est les moyens aussi, parce que j'avais fait le choix de ne pas faire d'emprunt auprès d'une banque pour vraiment avoir mon indépendance, et pouvoir me dire que justement à ce niveau-là, j'ai une réelle liberté. Côté chronophage aussi, qui est quand même là et assez important, mais bon, pareil, une fois de plus, c'est un choix. Je voulais te demander, est-ce que tu travailles tout seul du coup? Là, tu as l'air de décrire que tu es un peu tout seul dans ta boîte là, quoi. Tu fais tout, la livraison, la production, l'approvisionnement. Je fais tout. Après, j'ai ma soeur qui est en maraîchage sur la parcelle à côté. Donc elle a beaucoup plus creusé tout ce qui était côté administratif et compagnie. Donc à ce niveau-là, elle m'aide sur ce point-là et moi je lui file plutôt des coups de main sur le côté un peu bricolage et technique. Mais après, sinon sur le reste, je suis tout seul. Je suis Carole, la sœur de Jacques qui produit des pleurotes. On est sur la même parcelle agricole. Moi je fais du maraîchage, je fais un peu de tout comme variété. Je suis en bio, je produis mes plants. Donc je fais mes petits semis d'aubergines, tomates. Là, on est dans ma serre de culture principale, où là j'ai des légumes d'été qui sont en train de pousser. Aubergines, poivrons, tomates. Là, j'ai aussi des concombres. Moi, en fait, j'essaie de travailler le sol le moins possible. Donc là, j'ai fait, avant de planter tout ça, ici dans la serre, là, il y a eu 10 tonnes de broyat de déchets verts qui ont été apportés. Ici, j'ai mis des tontes de gazon, tu vois, parce qu'en fait, ça nourrit le sol. Les vers de terre, ils adorent, ils sont à l'abri. Et si tu veux, on peut aller voir des pucerons. Plein de pucerons. J'ai juste oublié de préciser qu'on était début juin au moment du tournage et qu'on a déjà des légumes qui sont prêts, genre des tomates qui sont déjà magnifiques. Et donc là j'ai des aubergines qui ont des pucerons et du coup je suis allée récupérer des coccinelles et des larves de coccinelles ailleurs, sur d'autres cultures, sur des fèves qui étaient envahies de pucerons et de coccinelles. Et là il y a une coccinelle au stade de larve et elle est en train de commencer sa transformation. Là t'en as une qui est un chouille plus transformée on dirait. Ouais, là elle s'est accrochée en fait et après elle devient comme ça. Elle reste comme ça pendant quelques jours. Et après, là, celle-là, elle vient de devenir une coccinelle adulte, mais elle est encore très jeune, elle n'a pas mis ses points. Elle n'est pas encore rouge, elle est orange clair. Et en fait, elle va se reproduire avec plein d'autres coccinelles de là. Et c'est surtout les larves en fait qui mangent plein de pucerons, plus que les adultes. Ok. Et voilà. Je pense que tout le monde, de toute façon, cette saison, que tu sois en légumes, que tu sois en bio ou en conventionnel, tu es obligé d'y être tous les jours. En quoi ça a du sens d'être en bio aujourd'hui? Alors, déjà de base, je ne me serais pas vu ne pas l'être. Ça correspond à mes convictions de une commercialisation en local, des produits de qualité acceptables, pas d'intrants chimiques, quelque chose qui soit le plus respectueux à tout niveau, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'environnement et plein de choses. Voilà. Là, il part pour combien de temps? Là, il part du coup pour 3 semaines si c'est l'été, et il part plutôt pour un mois, une semaine si c'est l'hiver. Et au bout de 3 semaines, un mois à peu près, on arrive à quelque chose qui est vraiment, qui est devenu dur, qui est vraiment compact, qui se défait plus du tout. Et là, lui, donc, il est prêt. On peut voir du coup qu'il reste plus d'endroits qui n'ont pas été colonisés. On peut l'ouvrir. Donc, un scalpel propre, désinfecté, des mains propres et désinfectées. On vient lui faire une petite entaille ici pour pouvoir évacuer l'air. On le vide en faisant en sorte que le filtre soit abrité. Et après, une fois qu'il est vidé de son air, on reprend le scalpel. Et alors là, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui font une croix, il y a des gens qui font un petit carré. Moi, personnellement, je fais une entaille comme ça, je l'écarte un peu et on lui met un petit coup.
C'est pour simuler la chute de l'arbre. Là, on est sur quelque chose vraiment de purement fantasmé, on va dire. Mais bon, ça coûte rien. Voilà. C'est pas une vanne. Je te jure que les mecs, ils mettent tous une fessée à leur sac. Parce qu'ils disent, ouais, quand l'arbre il tombe parce qu'il était mort et que le mycélium était à l'intérieur, ça met le signal pour le champignon à commencer à sortir, machin. Jamais vu aucune différence. Hein. Mais bon, c'est rigolo. Moi, je leur fais la fente, je vais, allez hop. Allez gamin. Allez hop. Hop. Alors, si tu veux, j'ai quelques champignons à ramasser. Donc, si jamais ça t'intéresse, et voilà, tu peux éventuellement ramasser quelques petits champignons. Eh bien évidemment que j'ai envie de ramasser des champignons, mon Jaco. Allez. Allez, c'est parti. À toi on y va. l'honneur. On est parti. Il est prêt. Donc en fait tu prends vraiment vers l'extérieur. Il a été coupé dans ce sens là, le sac. Ok. Donc du coup tu peux vraiment prendre par dessous. Et juste en faisant un petit droite-gauche comme ça, t'as tout le monde qui vient. Ok, trop bien. Et voilà. Ils sont vraiment magnifiques. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan dessus quoi? Ah, il faut se dire qu'en hiver ils sont encore plus colorés que ça. Vas-y, regarde-moi les gros garçons. T'embarquer les gros morcifs là, ça va venir tout seul comme un grand ça. Tu les prends, tu fais un petit droite-gauche. Ah. Et tu l'entends que ça a cédé. Et hop les. Et ceux-là on est fort. Tout seul. Ah, ça sent trop bon. Incroyable. Venez acheter des pleurotes chez Jacques. Impeccable. Je fais ça comme un pro quoi. Mais vas-y, je t'embauche moi. Hein. Allez hein. On va tous les prendre. Et gauche, droite, gauche. Hop les. Ils sont Nickel. tout beaux ces pleurotes. Ils partent pas en trompette, tu vois. Consommez local, essayez toujours de vous améliorer et n'ayez pas peur d'apprendre. Tout s'apprend et il y aura plein de gens ravis de vous aider à le faire. Merci Jacques. Moi, il nous a arnaqué devant, mais pas en. Quand même. Pas de plastique. Non, mais on le met loin. On est allé chercher l'eau au puits à 6h du matin. On est pourquoi il est long. Ah oui, mais sur la On est allé photo. chercher des arbres, on est allé chercher la moitié là. Moi j'ai bien fait des Pour raton, on a fait comme ça, le travailleur. Ah oui, attends, mais c'est pas Ça, ouais, mais je vais mettre un truc chaud là. Ok, ah oui, attends. Et quand tu veux. Regardez par là, c'est vrai, j'aurais vu des gens comme ça, j'ai fait l'effort de. Tu prends vraiment la fausse. La poche plantée dans le sol, la casquette comme ça, tu regardes les crèvages, les travailleurs de la ville.